je voudrais qu'on revienne une seconde sur cette nouvelle affaire autour de Donald Trump. Il entame, vous le savez, une tournée au Proche-Orient cette semaine. Il y aura une étape au Qatar et on apprend, la presse américaine nous apprend que le Qatar va offrir un cadeau à Donald Trump. Il a pour projet de lui offrir un Boeing, un avion qui remplacera Air Force One dans un premier temps, mais qui reviendra ensuite à Donald Trump personnellement via sa fondation une fois qu'il aura terminé son mandat. Il est de coutume d'échanger des cadeaux entre chefs d'État lors des visites officielles. Voilà, une édition rare d'un livre, un vêtement, un objet de collection. Là, il s'agit d'un Boeing. Rien de moins qu'un Boeing évalué à 400 millions de dollars. D'abord, les faits, rien que les faits. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quel est cet avion ? Eh bien, c'est le quotidien américain, vous l'avez dit, New York Times, qui vend la mèche. Trump est prêt à accepter un 747 de luxe du Qatar pour l'utiliser comme Air Force One, l'avion présidentiel américain. Le voici, cet appareil, on le surnomme le palais volant, un Boeing 747-8, jumbo jet, 76 mètres de long, 68 d'envergure, 19 de haut, 450 mètres carrés de surface au sol. Avec, vous allez le voir, 2 niveaux, plusieurs salons luxueux, canapés tout cuir, des finition en bois verni, 2 chambres lit king size, des salles à manger, des salles de réunion, 2 salles de bain, 9 toilettes, une cuisine tout équipée et partout cette décoration rutilante, des dorures, de la moquette épaisse, sans parler de ces immenses télévisions. Le tout prévu pour accueillir 89 passagers et 14 membres d'équipage, autant dire que chacun aura de l'espace. Tout cela à un prix, David, 400 millions de dollars, 350 millions d'euros dans la version de base, sans la décoration, sans l'aménagement des pièces que je viens de vous décrire. Ce serait le cadeau le plus cher jamais offert à un gouvernement américain. C'est donc ce modèle que le Qatar projette d'offrir à Donald Trump. Qu'est-ce qui peut expliquer un tel cadeau ? Eh bien, officiellement, il s'agit de remplacer Air Force One. La Maison-Blanche a 2 appareils, des Boeing également, moins grands, moins luxueux, et pour cause, ils datent du début des années 90. C'est George Bush père qui les avait acquis. Et ils exigent ces avions des réparations coûteuses, régulières et qui prennent du temps. Voilà pourquoi Donald Trump avait commandé un nouvel Air Force One, un nouvel appareil, dès 2018, lors de son premier mandat. Mais les difficultés que vous connaissez de Boeing ont entraîné des retard de livraison. Elle était prévue en 2024, elle a été repoussée à 2027. Furieux de ce retard, Donald Trump s'impatiente et il se trouve, David, qu'il avait visité le Boeing de la famille royale du Qatar en février dernier, alors qu'il stationnait en Floride à Palm Beach. 5 jours plus tard, le président américain a alerté Boeing. Écoutez. I'm not happy with Boeing. It takes them a long time to do, Air Force One. We gave that contract out a long time ago. I'm not happy with the fact that it's taken so long. And we may do something else. We may go out and buy a plane or get a plane. Or would not consider Airbus over Boeing, no. But I could buy one that was used and convert it. I could buy one from another country, perhaps, or get one from another country. So we're looking at other alternatives. Voilà, résultat, 3 mois plus tard, alors que Donald Trump entame une tournée au Proche-Orient avec une étape au Qatar, eh bien la famille royale veut donc lui offrir son bijou. Mais c'est aussi simple que cela de faire passer un avion comme celui-là entre d'autres mains ? Alors non, évidemment, il faudra le moderniser, cet avion, installer d'autres lignes téléphoniques. Air Force One, actuellement, on a 87, dont certaines, évidemment, 100% cryptées et sécurisées. D'autres connexions Internet, une décoration, évidemment, au goût du nouveau propriétaire. Il faudra surtout en garantir la sécurité. D'abord, fouiller de fond en comble l'avion pour détecter la présence d'éventuels micros ou traceurs espions, puis revoir le blindage, le brouillage, le système antimissile pour qu'il soit conforme aux normes américaines, et même le système de filtration d'air contre les attaques biologiques ou chimiques. Alors on en arrive à la question clé. À qui sera remis ce cadeau, entre guillemets, à l'armée américaine ou à Donald Trump lui-même ? Eh bien c'est là que l'affaire devient extravagante, David. Dans un premier temps, cet avion sera remis à l'armée américaine. C'est elle qui sera chargée des travaux dont on parlait. Mais après la fin de son mandat, le palais volant, comme on l'appelle, sera ensuite cédé à la fondation Trump, contrôlée a priori par Donald Trump lui-même. En clair, il lui reviendra
personnellement et il pourra se déplacer librement avec. Voilà pourquoi cette opération sera légale. Voilà aussi pourquoi elle fait bondir une grande partie de la presse et de l'opposition démocrate. À l'image du sénateur Chuck Schumer, regardez, ce n'est pas seulement de la corruption, c'est une influence étrangère de premier ordre avec un espace supplémentaire pour les jambes, dit-il. Alors face aux critiques, Donald Trump persiste et signe. Il serait stupide, dit-il, de ne pas céder l'avion. Regardez ce qu'il dit, c'est un beau geste. Je ne suis pas du genre à refuser une telle offre. Et il ironise ensuite, je pourrais être stupide et dire non, nous ne voulons pas qu'on nous donne un avion très cher. Merci Fanny. Pas mal de sourires et des yeux levés au ciel aussi à votre énoncé. Je commence par vous, Général Trinquant. Qu'est-ce qui vous faisait sourire tout à l'heure ? Tout bêtement, les problèmes de sécurité d'abord. Vous imaginez les câblages dans un avion ? Refaire tous les câblages, parce que la sécurité l'exigerait, bien sûr, d'aller voir tout ce qui se passe partout, de mettre au niveau de la sécurité. À mon avis, ça va prendre beaucoup plus de temps que de refaire un avion comme Boeing devait le faire. Non, sur le plan de la sécurité, je trouve ça colossal, quoi. Air Force One, faut réaliser que c'est l'avion dans lequel serait le président des États-Unis s'il y avait une crise quelconque. Le 11 septembre 2001, c'est à bord d'Air Force One qu'il Il est parti exactement le 11 septembre à bord d'Air Force One. Donc sur le plan de la sécurité, ça me paraît quelque chose de complètement calamandresque. Et sur le plan politique, Vincent ? Bien, d'abord, je pense que le Qatar n'a pas beaucoup de chance avec ses Boeing 747 Jumbo Jet, puisque un cadeau de même nature avait provoqué une crise politique en Turquie en 2018. Le président Recep Tayyip Erdogan avait assuré avoir reçu un avion offert par l'émirat du Qatar. L'opposition, à l'époque, l'avait accusé de l'avoir acheté pour assouvir ses envies de luxe personnelles. C'est une pratique courante du Qatar. Oui, le Qatar a pour habitude de faire des cadeaux et des cadeaux de aussi important que cela. Non. Ça, c'est quand même plutôt le dessus du panier. Ensuite, c'est aussi le symbole d'un conflit d'intérêts en rafale, puisqu'on parle d'aviation, que vit l'administration Trump. Pendant ce temps-là, les fils Trump, au nom de la Trump Organisation, sont en train de négocier ici un golf avec un hôtel de luxe, là un autre parcours avec un complexe résidentiel. Je parle de Dubaï, je parle du Qatar justement, et une nouvelle Trump Tower à Jeddah. Donc on est dans une culture du conflit d'intérêts permanent. N'oublions pas là, pardonnez-moi de vous interrompre, vous parlez de contrats que les États-Unis obtiendraient au Qatar. Oui, absolument. Donc on peut aussi imaginer qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du renvoi d'ascenseur ou de l'échange de mauvais procédés. Et n'oublions pas que c'est une administration qui a porté à la tête d'un département chargé de gérer le budget national, un Elon Musk qui lui-même est un archétype du conflit d'intérêts, puisqu'il avait en même temps, et il a toujours, à ma connaissance, des contrats avec le Pentagone. Donc, de toute façon, quand on entend Trump, et on le voyait à l'instant avec Fanny, dire « je ne suis pas du genre à refuser ce genre de cadeau », il n'a pas besoin de nous convaincre. Non, il n'est pas du genre. Il n'a aucun surmoi sur le respect, et y compris d'ailleurs, et je m'arrête là-dessus, sur l'aspect de la Constitution. Alors, évidemment, les juristes de l'administration vont vous expliquer que, comme ça passe par le ministère de la Défense, etc., etc. Mais enfin, il y a quand même un texte très clair qui dit ceci, article 1, loi contre la corruption, interdit à toute personne exerçant une fonction publique d'accepter un cadeau, des émoluments, d'une fonction ou un titre de la part d'un roi, d'un prince ou d'un État étranger. Alors, vous pouvez m'expliquer que ce n'est pas le cas, mais enfin, ça y ressemble à s'y méprendre. Alors là, et Fanny nous l'a expliqué, c'est parce que dans un premier temps, il serait donné à l'armée américaine et non pas à Donald Trump que ça passe sous les fourches codines de la Constitution, libre ensuite à l'armée, effectivement, d'en faire cadeau elle-même à Donald Trump. C'est comme ça que ça passerait la rampe. D'un point de vue éthique, et en France, évidemment, ça provoquerait un scandale immense, Isabelle. Donc, ne parlons pas de droit même, mais dans la mentalité américaine, on voit que les démocrates, effectivement, sont très critiques. Une partie de la presse aussi aux États-Unis se scandalise. Mais malgré tout, ça passe, entre guillemets, ça passe. Comment l'expliquer ? Ça passe pour l'instant parce que je crois qu'au conflit d'intérêts économiques et financiers décrit par Vincent, on peut aussi ajouter de possibles conflits d'intérêts politiques. C'est-à-dire que le Qatar, c'est pas le Zimbabwe, c'est quand même un pays qui a une diplomatie régionale, qui est engagé dans plusieurs dossiers du Moyen-Orient, qui a été ou est toujours lié au Hamas,
un dossier qui est quand même suivi de très très près par Donald Trump. Donald Trump qui s'engage vraiment dans la région pour essayer de renforcer, de consolider, d'agrandir les accords d'Abraham entre Israël et plusieurs pays arabes. Donc c'est un petit peu gênant, vous voyez, de recevoir un avion si cher et après de peut-être se retrouver dans 1 mois ou dans 6 mois à négocier de gros dossiers avec celui qui va offrir l'avion de 400 millions de dollars et qui a été très proche du Hamas. Au-delà de ça, on est quand même vraiment dans une période, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que tout le monde veut plaire à Trump Néron. Alors, il y a celui qui lui offre un avion, il y a Poutine qui lui adresse enfin, qui en tout cas dans son discours du 9 mai, met entre parenthèses les critiques, enfin, rend hommage plutôt au deuxième front de la Seconde Guerre mondiale en disant bon, finalement c'est vrai, les Américains, vous avez participé à la Deuxième Guerre mondiale, je crois que c'est la première fois, et qui dit bon ok, je veux bien faire semblant au moins de discuter. Volodymyr Zelensky qui ravage sa fierté et sa douleur après Boutcha, après tout ce que les Russes ont fait subir, en disant bon bah, d'accord, ok, je veux bien parler à Vladimir Poutine. Donc il y a une espèce d'empressement international. Trump fait peur. C'est le président de la première puissance mondiale. Il est imprévisible, il peut être violent. On ne sait pas du tout où il va mener le monde et où il embarque en fait les dossiers. Voilà. Donc tout le monde lui essaye d'avoir des gages. Grégory, pour vous, quelle est la morale de cette histoire? Je précise qu'il y a quand même un certain embarras. Et le Qatar, aujourd'hui, après les révélations du New York Times et d'une partie de la presse américaine, dit oh, ce n'est pas encore fait, nous étudions cela, nous voulons le faire, mais la décision n'est pas encore prise. Bon, Donald Trump ne sera au Qatar que dans plusieurs jours. Grégory. La ligne de défense de Trump, c'est de dire mais vous préférez que ce soit les contribuables américains qui payent pour cet avion dont j'ai besoin. Non, mais on nage, comme l'a dit Vincent, évidemment en plein conflit d'intérêts, où la géopolitique, la diplomatie et les intérêts de la Trump Organization sont un savant mélange. Dans un autre dossier, il y a quelques semaines, le Moscow Times disait que les Russes, dans les négociations de paix avec les Américains, avaient évoqué aussi l'idée d'une Trump Tower à Moscou, que c'était dans le package. Et évidemment, pour la Trump Organization dirigée par les fils Trump, c'est un cadeau somptuaire dont Trump rêve d'ailleurs depuis les années 80. Oui. Donc il y a effectivement quelque chose qui nous paraît à nous totalement inconcevable. Enfin, pourrait-on imaginer ça en France ou en Europe? Non. Aux États-Unis, comme vous dites, ça passe. Pendant le premier mandat, il y avait déjà eu des soucis quand même diplomatico-économiques avec cette Trump Organization qui était au cœur du pouvoir. Ça se poursuit pendant le deuxième mandat, évidemment. Alors je vous propose d'écouter, et puis je vous donne la parole Vincent, la réaction de la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt. On s'est habitué petit à petit à ce visage juvénile pour exprimer Qu'est-ce qui vous fait rire? Non, c'est... votre sens de la litote. La litote pour décrire l'intéressé. Respect des personnes, respect des personnes. Écoutons Caroline Leavitt. Elle dit quiconque imagine que Donald Trump pourrait profiter de son séjour à la Maison-Blanche pour s'enrichir, vraiment serait gonflé. Écoutons-la. I think it's frankly ridiculous that anyone in this room would even suggest that President Trump is doing anything for his own benefit. He left a life of luxury and a life of running a very successful real estate empire for public service, not just once, but twice. This is a president who has actually lost money for being president of the United States. Montage Charlotte Sauvaget. Vincent. Il a perdu de l'argent parce que c'est surtout un très mauvais gestionnaire. Mais pour aider Caroline Leavitt, parce que j'ai quand même une grande charité en moi, j'ai établi la suite la shopping list. Pourquoi pas demain une datcha en Russie, une plage privée en Crimée, un îlot philippin, une villa en Toscane, des tapis persans à foison, etc. Tout ça n'est pas sérieux. Et alors, elle fait son boulot, elle est payée pour ça. Mais franchement, c'est presque un sketch. Et puis, alors, dernier point, j'ai quand même appris au passage que l'avion en question allait donc être transféré, vous l'évoquiez tout à l'heure, ministère de la Défense, à
la fondation de la bibliothèque Trump. Il y aurait donc une bibliothèque Trump, moi qui n'ai jamais vu ce personnage avec un livre en main. Bon, général. Non, mais elle travaille la légende de M. Trump, qui est un homme d'affaires qui réussit très bien. Tout le monde aux États-Unis, dans les milieux d'affaires, savent très bien que c'est un échec complet et que, au contraire, c'est parce qu'il est président qu'il peut se raccrocher aux branches, mais que le business Trump ne fonctionne pas et ne marche pas. Il a quand même fait quelques bonnes opérations, quelques opérations rentables. Il a quand même des tours, faut le reconnaître, dans la plupart des grandes villes américaines. Mais d'ailleurs, puisqu'on parle de conflit d'intérêts, la Trump Tower à New York a aussi servi à des fins diplomatico-politiques, avec les Russes, par exemple. Et tout un étage qui avait été acheté par l'homme de main d'un mafieux russe particulièrement redoutable. C'est comme ça qu'il s'est rétabli financièrement avec la Trump Tower qui était en déficit. Dernier point, puis on avance. Inversons le regard. Et pourquoi le Qatar livre un avion de 400 millions de dollars? Vous avez commencé à l'évoquer, Isabelle. Tout le monde veut plaire à Trump. Oui, mais à ce point-là, écoutons Georges Malbruno, le journaliste du Figaro, auteur d'ouvrages sur le Qatar, et qui était tout à l'heure l'invité de Magali Lunel. Le Qatar est assez, quand même, je dirais, en pointe dans cette pratique des cadeaux. Le prince Charles lui-même avait reçu des cadeaux du Qatar, que l'entourage de Benjamin Netanyahou aussi a reçu des cadeaux de proches de responsables qatariens. Donc, on est dans une politique, ce que j'appelle d'achat d'influence. On achète de l'influence à travers ces investissements pour le cas où il y a une campagne hostile au Qatar, eh bien là on est à sortir un certain nombre d'affaires qui pourraient gêner ceux qui voudraient accuser le Qatar. Donc oui, ça peut paraître surprenant, mais je dirais que c'est très fréquent. Montage Charlotte Sauvager, là encore. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Voilà. Juste, il y a aussi les contrats, j'ai envie de dire, en bonne et due forme. La première étape de Trump demain, c'est l'Arabie Saoudite. Et MBS a déjà promis 600 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis. Mais là, on parle d'investissement de l'Arabie Saoudite, le pays, aux États-Unis, sur le sol américain. Mais toujours dans cette volonté, effectivement, de plaire à Trump. Et c'est un cadeau de bienvenue qui lui sera offert demain à Riyad.